Il s'appelle Césaire Soso Penon, c'est bien ça? Bien sûr. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter de nous accompagner sur 5 sur 7 matin. Je rappelle, vous êtes maître de conférence agrégé des facultés de droit. Vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également, il faut le préciser, juge administratif à la Cour suprême. Mais vous intervenez ici en tant qu'enseignant-chercheur. C'est l'universitaire qui m'intéresse et pas forcément le juge administratif à la Cour suprême. Et je dois rappeler aussi que vous êtes le lauréat du concours 2019 d'agrégation. Vous êtes d'ailleurs le seul juriste reçu sur tous ceux-là qui se sont présentés. Félicitations déjà. Merci, monsieur. Et merci surtout pour votre disponibilité de nous aider à mieux comprendre ce que c'est que le droit administratif. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à ce que c'est que l'état de droit. Et on ne peut parler de l'état de droit sans commencer déjà par ce que c'est que l'État. Merci, monsieur Ayaka, de nous avoir offert cette opportunité qui me permet de vous remercier et également de remercier tout le peuple béninois qui nous a accompagnés dans ce que vous venez de dire. L'état de droit, mais qu'est-ce que d'abord l'État? Nous allons commencer par donner une première définition, une définition en quelque sorte brute de l'État, pour dire que l'État est un pouvoir de commandement qui s'est institutionnalisé, c'est-à-dire qui a pris corps dans une organisation. Le définissant de cette manière, on doit pouvoir déterminer les conditions auxquelles l'on reconnaît l'existence d'un État. Et à ce titre, il faudrait qu'il y ait une population qui se stabilise ou essaye de se stabiliser sur un territoire et qui est délimité par des frontières. Et une telle population doit pouvoir jouir, avoir à sa tête un gouvernement et une administration. Mais de façon un peu plus nette. La question doit être posée de savoir pourquoi l'État et pourquoi nous nous retrouvons au niveau de l'État. Un auteur comme Georges Burdeau dira que l'État a un monopole, le monopole de la contrainte. Et si ce monopole doit exister, c'est que l'État doit rendre du service à ses populations. Donc c'est le rapport entre ce monopole de la contrainte et le service à rendre aux populations qui justifie la légitimité de l'État. C'est pourquoi c'est pourquoi Max Weber dira que l'identification de l'État à la chose publique est à l'origine de sa légitimité. C'est vrai que lorsque l'on parle d'État, on entend beaucoup parler d'État-providence, État voyou. Qu'est-ce qu'il faut comprendre peut-être dans tout ceci en quelques petits mots? Oui, État-providence, nous venons de le dire, l'État doit pouvoir fournir des prestations à ses populations, à ses citoyens, à ses administrés. Mais il arrive des fois que certains dirigeants n'arrivent pas toujours à fournir ces prestations. Ils sont à la recherche de gains qui leur reviennent et sur cette base, on parle d'État voyou. Servir ces populations, à un moment donné, on avait pensé que l'État peut être un peu comme le ciel, la providence de ses administrés. Raison pour laquelle on parle d'État-providence. Mais à un moment donné, on a constaté que l'État ne peut pas tout faire, et il faudrait que l'État évolue. Et en parlant en ces termes, les juristes vont dire que l'État est un pouvoir institutionnalisé. Et l'institutionnalisation permet de faire une distinction entre ceux qui dirigent l'État et l'institution qui les transcende. À partir de cet instant, on devrait pouvoir se poser la question de savoir si les gouvernants jouent bien leur rôle. Et c'est à travers ces rôles-là, ceux qui jouent bien vont être mieux considérés, mais les autres, c'est les États voyous et consorts, ainsi de suite. Bon. Alors, venons-en maintenant à l'état de droit. De l'État à l'état de droit, quelle est la dynamique qui s'opère? Voilà. On vient de dire que l'État n'est pas une simple personne, mais c'est une personne institutionnalisée, morale de droit public. En tant que personne morale,
l'État a un patrimoine. Il peut passer un contrat, essayer en justice, tout ce que nous voulons. Mais en tant que personne morale de droit public, l'État bénéficie de prérogatives exorbitantes de droits communs, qui lui permettent de frapper la monnaie, les impôts, faire la guerre, etc. Sur cette base, étant entendu que ce n'est pas l'État lui-même qui exerce, et ce sont ces populations qui confient l'exercice du pouvoir à certains d'entre eux, il faudrait faire en sorte que ces derniers soient contrôlés. La possibilité de contrôle qui doit s'exercer sur les gouvernants, sur les actions, les activités qu'ils mènent, sera à l'origine de l'évolution de l'État tout court vers l'État de droit. Et plusieurs approches ont été abordées. Et quelles sont ces approches-là? Oui, par rapport à ces approches, il faut dire que les auteurs allemands ont commencé par parler d'une auto-limitation de l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui fabrique le droit, c'est en même temps l'État qui va pouvoir s'auto-limiter. On fait en quelque sorte une distinction entre l'État et le droit. Les auteurs français, dont Carré de Malbert, ira dans le même sens, à savoir l'auto-limitation de l'État, mais ça ne sera plus une auto-limitation qui va se limiter à la loi. Ça, c'est le légicentrisme, à la loi, parce que volonté générale, comme le disait Gigi Rousseau, à partir de cet instant, on ne peut pas contrôler la loi, à savoir que tous les autres organes doivent pouvoir être soumis à la loi. Mais avec l'évolution, Carré de Malbert doit pouvoir démontrer qu'il faudrait aller au-delà. Et le contrôle de constitutionnalité doit pouvoir exister. Mais il y a un auteur, à savoir Hans Kelsen, qui a beaucoup travaillé dans ce sens pour montrer qu'il n'est pas question de faire une distinction entre l'État et ceux qui sont entre l'État et le droit. Parce que l'État étant défini comme une institution, l'institution suppose des règles de forme et de fond qui sont de nature à donner un statut à l'État. Et sur la base de ce statut, il y a des organes qui exercent des compétences. Et selon la place que ces organes occupent, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Et les organes inférieurs doivent mener leurs actions en tenant compte des organes qui leur sont supérieurs. Il y aura la conformité à la règle de droit, à la norme supérieure. À partir de cet instant, on pense qu'on pourra tendre vers un état de droit. Nous sommes des citoyens, nous sommes des agressés, nous avons des droits. Il va falloir défendre ces droits-là devant des organes, notamment juridictionnels. C'est à partir de cet instant que l'état de droit va pouvoir émerger. Et du dualisme, Hans Kelsen est arrivé à faire une unité entre l'État et le droit. Alors, mais quelle doit être en ce moment l'attitude d'un citoyen, ou si vous préférez, d'un bon citoyen dans l'État de droit? Oui, dans un État de droit, et nous avons dit qu'il y a d'abord la question de la légitimité, et qui est le pont entre les gouvernants et les gouvernés. Cela signifie que aussi bien les gouvernants que les gouvernés ont quand même des droits et des obligations. Et ce sur quoi l'on met souvent l'accent dans les États africains en général et au Bénin en particulier, c'est que le civisme doit pouvoir prédominer dans nos actions de tous les jours, dans notre quotidien vécu. Ce n'est qu'à partir de cet instant que nous pourrions quand même être en mesure de revendiquer, de réclamer des droits. C'est pourquoi le diptyque droit et devoir doit toujours aller, les deux vont toujours de pair. Ouais, ça veut dire que les uns et les autres doivent savoir à quoi s'en tenir, c'est-à-dire les gouvernants et puis les gouvernés. Et les gouvernés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas toujours à connaître tout ceci? Oui, on ne peut pas toujours le connaître parce que même au sein des juristes, la question n'est toujours pas facile à comprendre. C'est un peu complexe et c'est un travail de tous les jours, raison pour laquelle dès lors que vous avez parlé de l'état de droit au quotidien, approche administrative et de contentieux administratif, j'ai dit, ah là, il va falloir se jeter sur le sujet pour que nous en parlions un peu à l'adresse de toutes les façons, on en aura plusieurs séances. Merci déjà de nous
de nous promettre votre disponibilité. On espère que ça va pouvoir se faire sur plusieurs séances pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est que le droit administratif et surtout l'État. Mais selon vous, selon l'universitaire, est-ce que nous avons véritablement des États de droit en Afrique? Il faut dire que l'état de droit est une quête permanente. D'accord. On tend vers, à partir de cet instant, l'essentiel c'est de pouvoir mettre l'état de droit en route et de poursuivre chaque jour son édification. Par conséquent, nous pourrions dire que nous sommes en train de mettre en place un état de droit. Il ne faut pas être pessimiste. Nous pensons que d'un jour à l'autre, ça permettra davantage aux populations d'être averties et d'être également au service non seulement de leur État, mais des gouvernants pour les amener à mieux faire. Ben ouais. Merci beaucoup, professeur. Enfin, qu'est-ce que je dois dire? Professeur, docteur, maître de conférence, qu'est-ce que je retiens? Tout ce que vous dites, monsieur le journaliste, c'est juste. Je l'accepte. Ben ouais, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir passer notre message. Ouais. Bon, généralement, on dit maître de conférence. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. On se donne rendez-vous pour lundi prochain. Lundi prochain, on va parler du contentieux administratif, si vous le permettez. Moi aussi, hein, comme je vous l'ai dit, ça me permet d'apprendre en même temps. Je pose les questions banales pour que vous puissiez donner des réponses pointues. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venu. Et puis, direction Porto Novo, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous allez directement au boulot comme ça. Merci. Merci beaucoup à vous. Et comme on dit par ici au Bénin, bonne route. Merci. Allez, c'est bien sûr lundi de la politique. Direction le Burundi actuellement. Dans sa chronique, James William Gbagidi s'intéresse à Pierre Nkurunziza, matelas douillet pour une retraite non anticipée. C'est le titre de la chronique internationale. C'est tout de suite.